Brégeot, il est né en 1904, en juillet 1904, pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres, puisqu'il est né à Saint-Vallier. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il avait deux frères, Francis et Charles, mais il n'a jamais connu son père, parce qu'en fait son père est décédé 3 mois avant sa naissance. Ensuite, Charles a vécu dans plusieurs endroits autour de la région, Saint-Vallier, etc., Guignon. Il a fait un passage à Coulommiers. Et puis, il est revenu ici en 1927. Il s'est installé à Guignon pour une raison bien simple, c'est qu'il a trouvé juste à côté, donc au 6 de la rue Jean Bouverie, le garage de ses rêves. C'était un passionné de mécanique. Et donc, il a trouvé le garage. Pendant ce temps-là, Jean Brégeot, lui, est parti sur la Côte d'Azur et il est devenu cuisinier. Et puis un jour, dans une lettre qu'on a retrouvée, il est en contact avec son frère qui lui dit « Écoute, il y a une superbe affaire qui est juste à côté du garage du 6 rue Jean Bouverie. C'est un hôtel, il est aux 2 rue Jean Bouverie, donc ici. Et c'est une très belle affaire, ce serait bien que tu t'en occupes. » Il est arrivé ici en 1933. Bref, les années ont passé, jusqu'au moment où, en 1939, donc, la Seconde Guerre mondiale a été déclarée. À ce moment-là, Jean Brégeot a été mobilisé. Il est parti dans l'est de la France. On retrouve sa trace dans une carte postale qu'il a envoyée fin 1939 à sa mère, où il vient d'arriver à Paris, où il lui dit simplement que tout va bien, qu'il a été voir un oncle qui habite juste à côté, mais on sait qu'à ce moment-là, il est sous les drapeaux, parce qu'il y a un tampon sur la carte postale qui indique qu'il fait partie du service des armées. Quelques mois plus tard, on le retrouve à Arc-et-Sénan. Arc-et-Sénan, c'est dans le Doubs. Il y est en février 1940. Et quelques mois plus tard, là, on perd un peu sa trace. Ce qu'on sait, c'est qu'il combat, qu'il est arrêté et qu'il s'évade. Où exactement, on ne sait pas, parce que le dossier militaire a été pris par la Gestapo au moment où il a été arrêté quelques années plus tard et on ne l'a jamais retrouvé. Ce qu'on sait, c'est qu'en le 10 juin 1940, il est ici à l'hôtel des voyageurs et il reprend son travail. Donc il a arrêté la guerre. Une semaine plus tard, le maréchal Pétain annonce l'abdication de la France, le 17. Le jour même, les Allemands entrent dans Guignon, donc les chars blindés. Le lendemain, le 18 juin 1940, c'est l'appel du général de Gaulle à Londres. Quelques semaines plus tard, en juillet 1940, des tracts vont être distribués à la population et on va assister à des premiers sabotages partout dans la région. On sent qu'il y a une résistance qui commence à naître et à germer. Et ici, à l'hôtel des voyageurs, alors qu'il y a une myriade de réseaux, on retrouve dans le livre Guignon et son canton, ce qui est écrit ici, c'est que le lieu sert, par exemple, pour héberger des maquisards ou des soldats qui se sont évadés. C'est aussi là que vont s'échanger plusieurs informations entre les membres des différents réseaux. Et Jean Brégeot, donc, il va accueillir comme ça différents résistants, et il y a une anecdote qui est intéressante. Et une question que je me suis posée, est-ce qu'il a accueilli Jean Moulin ? Jean Moulin, il est venu ici, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est en 1943. Il est venu en Saône-et-Loire, parce qu'il était parti à Londres avec d'autres chefs de réseau de la résistance, voir le général de Gaulle, et il est revenu, il atterrit pas très loin dans un village qui s'appelle Melette, je crois que c'est à une 50aine de kilomètres. Le 20 mars. Et à ce moment-là, donc, est-ce qu'il est passé ici ? C'est possible parce que ici c'était un lieu sécurisé. Et il y a une anecdote que m'avait racontée ma grand-mère, qui m'avait assuré qu'elle l'avait vu ici. Et elle lui a dit, on me l'a présenté sous le pseudonyme de Max. Or, Max était effectivement l'un des pseudonymes de Jean Moulin. Donc, on ne peut pas garantir absolument que Jean Moulin est venu ici, mais en tout cas, on peut supposer quand même qu'il est venu. Petit à petit, la résistance va se structurer. Donc, de plus en plus, mais aussi la répression, il ne faut pas l'oublier. Une répression de plus en plus dure, notamment à l'intérieur des forges où les Allemands pratiquent régulièrement des descentes et envoient les ouvriers dans les différents camps en prison, où la torture évidemment est généralisée. Et Louis Vincent, donc prince, dont le fils est là, voilà,
Et bien lui, il va devenir le chef, le grand chef. C'est un homme qui va être respecté. Je crois que votre papa a été arrêté 3 fois. 3 fois, il s'est évadé. Et j'ai lu que votre père avait un air vraiment... L'homme qu'on ne soupçonne de rien, mais il dirigeait tout. Les plastiquages, les parachutages, il était au courant de tout. C'était la référence et c'était l'homme que tout le monde vénérait. Et moi, je suis très ému de vous voir là. Déjà par rapport aux responsabilités qu'a occupé votre papa, mais aussi parce que quand j'ai consulté les archives de Vincennes et les archives de Caen, j'ai trouvé les lettres écrites de la main de votre père où il dit tous les actes de résistance qui ont été réalisés par Jean Brégeot pendant la guerre. Et ce sont tout est signé de sa main. Voilà, donc je suis très ému de vous voir là. Et donc cette résistance, petit à petit, grâce à Prince, va se structurer et Jean Brégeot va être responsable d'une dizaine de personnes pour tout ce qui concerne les sabotages. Donc sabotage de chemin de fer, de ponts, etc., etc., etc. En 1943, il va se passer un autre événement, notamment très important pour moi, puisque c'est donc ici que ma mère va naître. C'est le 1er décembre 1943, dans ce même lieu. Et quand on regarde dans les archives militaires, on s'aperçoit que juste un mois avant, Jean Brégeot entre officiellement dans la résistance. Mais en fait, il y est déjà depuis longtemps, parce qu'il héberge plusieurs maquisards. Donc il va rester à peu près 6-8 mois officiellement dans la résistance, parce que le 26 mai 1944, eh bien, sa vie va basculer. Parce que dans la nuit, vers 11h, c'est ce que disent les rapports que j'ai pu consulter, vers 23h, il y a 2 Allemands qui tambourinent à la porte. Est-ce qu'à ce moment-là, Jean Brégeot est en train d'écouter la BBC? C'est possible. En tout cas, dès qu'il entend les voix, il va se cacher. Et c'est ma grand-mère, Émilie Alexandre, qui va ouvrir la porte. Là, les Allemands lui disent, on cherche Monsieur Brégeot. Il y a plusieurs Monsieur Brégeot. Ma grand-mère dit, il n'est pas là, il n'y a personne ici. Et là, les Allemands lui disent, puisque c'est comme ça, c'est vous qu'on emmène. Sauf que dans la maison, il y a aussi ma mère, qui a 6 mois à l'époque, et Nadine, qui doit avoir à peu près 12-13 ans. Et là, Jean Brégeot sort de sa cachette et il dit, arrêtez tout, je suis là, vous me cherchez, c'est moi. Là, les Allemands le brutalisent, lui attachent les mains, et il voit ses 2 filles, pour la dernière fois, il ne les reverra jamais. La question que tout le monde se pose à l'instant même, c'est est-ce qu'il a été dénoncé? Dans les 2 rapports que j'ai pu consulter, la réponse est clairement oui. Donc il est arrêté, et tout de suite il est emmené à Paray-le-Monial, où là, il tombe entre les griffes, le mot n'est pas trop fort, d'un homme qui s'appelle Rudolf Otto. Ensuite il arrive à Chalon-sur-Saône, où là encore, c'est un autre dirigeant nazi absolument horrible qui dirige à ce moment-là la prison de Chalon-sur-Saône. Et ensuite, il est envoyé vers le camp de Compiègne, le camp de transit, aux alentours du 20 juillet 1944. Il va y rester 1 semaine, et le 28 juillet au soir, eh bien, il est appelé avec 1500 compagnons. Ils sont réunis dans la cour, on leur donne un morceau de pain, un morceau de saucisson. Et là, ils comprennent qu'ils vont partir. Ils savent qu'ils vont aller en Allemagne, mais ils n'ont aucune idée de l'enfer dans lequel ils vont aller. Ils se dirigent vers la gare, qui est à peu près située à 8 km, en colonne par 5, des bergers allemands tout le long, une escorte impossible de tenter de s'évader. Les rares qui ont essayé, c'était au-dessus d'un pont qui traverse l'Oise, et ils ont été fusillés et abattus directement. Ils arrivent à la gare, et là, on les déshabille en slip, juste un maillot de corps, et ils les font rentrer dans les wagons. C'est des wagons d'une capacité de 8 chevaux, 20 hommes. On les presse à 100 par wagon. 100 par wagon, sachant qu'il y a juste une petite ouverture grillagée en haut du wagon où l'air peut rentrer. Donc évidemment, c'est une foire d'empoigne pour arriver jusque-là. C'est l'horreur absolue. Les chiens aboient et les Allemands tapent jusqu'à ce que les wagons soient pleins et ils ferment la porte. Le 28 juillet au soir, le train démarre. Très lentement, il est arrêté quelques kilomètres plus tard parce que les Allemands découvrent que dans l'avant-dernier wagon, il y a une tentative d'évasion. Les Allemands décident de vider le wagon. Et là, ils disent qui est responsable de ça. Évidemment, personne ne se dénonce. Ils disent, puisque c'est comme ça, on va fusiller tous ceux qui étaient à l'intérieur. Finalement, les 2 hommes
qui avait tenté l'évasion se dénoncent, ils sont abattus. Et tous ceux qui étaient avec lui sont déshabillés, mis entièrement nus, répartis encore dans les autres wagons. Et les 2 corps morts, on les met dans le wagon qui avait été endommagé. Et le train repart. Il va mettre 3 jours pour arriver jusqu'à Neuengamme. Et là, c'est absolument l'horreur. Évidemment, il n'y a pas de toilette. Donc vous imaginez à 100 dans un wagon sans toilette. Les gens deviennent fous. Tous les témoignages, vous les verrez dans le récit. Les gens deviennent fous, se battent en permanence. Et lorsqu'ils arrivent à Neuengamme, c'est le début de soirée. On les fait descendre, pareil, à coups de pied, coups de crosse. Et on les met dans la cour d'appel. Et là, tenez-vous bien, ils vont attendre une nuit. Donc après déjà un voyage de 3 jours debout, une nuit debout, pour attendre, pour faire l'appel. Jusqu'au lendemain matin. Les bras le long du corps. À ce moment-là, le matin, on va les raser, on va leur donner la tenue de prisonnier et on va leur donner un matricule. Là, ils sont mis dans des baraquements, à 600 par baraquement. Vous imaginez 600 personnes. Et là, je perds un peu sa trace parce qu'en fait, Neuengamme est un camp central et qu'autour, il y a 90 camps annexes. Donc, on n'arrive pas à retrouver dans lequel il était. Avec un peu par déduction, on va dire, on peut trouver qu'il a été à Bremenfarge. Pourquoi Bremenfarge? Déjà parce qu'il y a beaucoup de résistants français qui ont travaillé là. Il va réussir à passer l'hiver 44, qui est très très dur, très très froid. 20% des détenus de Neuengamme ne vont pas passer l'hiver 44. Lui, il va passer. Et à un moment donné, les forces alliées commencent à se rapprocher de plus en plus. Et là, les Allemands sentent la menace autour d'eux. Ils sont de plus en plus inquiets. Et donc, ils organisent l'évacuation du camp, donc soit par des marches de la mort, des marches de plusieurs centaines de kilomètres, d'autres qui mettent dans des trains pour les envoyer dans d'autres camps de concentration où la menace de libération est plus éloignée. Et ça va être le cas de Jean Brégeot, qui, avec une probabilité assez sûre, va passer par le camp de Wattenstedt, qui est un camp où sont rassemblés tous ceux qui sont partis vers le camp de Ravensbrück, qui est le dernier camp qu'il a fait. Et là, c'est absolument l'horreur. Pour faire 230 km, les trains vont mettre entre 7 et 10 jours. Jean Quérembrun raconte que les gens deviennent fous à patauger dans les excréments. Aux alentours du 20 avril 1945, le train arrive enfin à Ravensbrück. Là, le camp est dans un état absolument déplorable, parce qu'une partie des Allemands déjà est partie, a fui devant la progression des alliés russes et américains. Et les quelques Allemands qui restent, ils donnent quelques ordres, mais vraiment, c'est juste pour occuper le temps, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de partir, ou parce qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore compris que la partie était finie. Jean Brégeot arrive dans cet enfer, dans ce camp qui est ravagé par le typhus, dans un état absolument cadavérique. Les témoignages que j'ai pu entendre disaient qu'il faisait une 40aine de kilos à ce moment-là. Le 1er mai, le camp est libéré. Quelques heures plus tard, à 80 km seulement de Berlin, à Berlin, Hitler se suicide avec Eva Braun. Et là, Jean Brégeot s'éteint. Il pousse son dernier soupir, exténué, dans la nuit du 2 au 3 mai 1945, donc après la libération du camp. 5 jours plus tard seulement était signée la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il aurait aimé, à mon avis, 73 ans plus tard, c'est qu'on lui rende hommage en portant un toast et en le remerciant pour tout ce qu'il a fait. Et puis évidemment, qu'on porte aussi un toast à tous les résistants, à tous ceux qui se sont battus contre le fanatisme, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, contre l'obscurantisme qui frappe aujourd'hui à nos portes, contre tout ce populisme qui nous guette, et pour remercier tous les résistants qui se sont battus, et en particulier tous les résistants du Gros Prince. Voilà, je vous remercie.